Un conseil des ministres présidé par Alassane Ouattara s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Au cours du point presse qui a sanctionné la rencontre, le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, a apporté des éclairages sur plusieurs sujets, dont l'inculpation par la justice ivoirienne de militaires, ainsi que la menace terroriste. Deux projets de loi, l'important statut de pupille de l'État et l'autre relatif à l'industrie du livre, ont été examinés et adoptés hier par les députés ivoiriens. Des projets défendus par les ministres Anne-Désiré Oloto et Maurice Kwaku-Bandama face à la Commission des affaires sociales et culturelles du Parlement. La révision de la liste électorale et la sécurisation du processus électoral au cœur d'une formation à Grand Bassam. Elle a été initiée par la Commission électorale indépendante en partenariat avec l'Union africaine à l'attention des parties prenantes au processus électoral. Et puis à l'étranger, la Grèce a adressé une demande d'un nouveau programme d'aide auprès du mécanisme européen de stabilité. Un peu plus tôt au Parlement européen, le Premier ministre grec a plaidé pour un compromis honorable avec les créanciers et promis de faire de nouvelles propositions d'ici demain. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Et si vous voulez tout savoir au sujet de la crise financière grecque, ne manquez pas EcoPlus ce soir justement avec plus de détails sur les origines et les conséquences de la dette grecque. EcoPlus à suivre dans un quart d'heure. On commence ce journal avec le Conseil des ministres présidé aujourd'hui par Alassane Ouattara au palais présidentiel. Plusieurs projets de loi, des mesures individuelles et une communication étaient au centre des échanges entre le président de la République et les membres du gouvernement. Au cours du point presse qui a sanctionné ce conseil, le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, a apporté des éclairages sur plusieurs questions d'actualité, notamment l'inculpation par la justice ivoirienne de militaires ainsi que la menace terroriste. Viviane Haïm. Interdiction de certaines armes de guerre en Côte d'Ivoire et non à la prolifération des armes nucléaires sur le territoire national. Deux points importants qui figurent au nombre des projets de loi de ratification de conventions internationales adoptés par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 8 juillet au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire s'est toujours inscrite dans le processus mondial du désarmement et de la non-prolifération des armes de destruction massive. Donc la ratification de ces différentes conventions permettra à notre pays de confirmer son caractère profondément pacifique et surtout consolider également ce caractère. Le Conseil a aussi donné son accord pour plusieurs nominations dans plusieurs départements ministériels. Inculpation par la justice ivoirienne de militaires qualifiés pro-Ouattara. Le sujet fait la une de l'actualité. S'il ne figurait pas nommément à l'ordre du jour du Conseil, il ne pouvait non plus être éclipsé. À ce stade, il ne s'agit que d'inculpation, de mise en examen. C'est le début d'une procédure. Donc, laissons la justice faire son travail. Cela ne doit pas d'ailleurs être une surprise, puisque le chef de l'État a toujours clamé haut et fort qu'il n'interférera pas dans les affaires de la justice et que si la justice était un jour amenée à appeler devant elle des jeunes gens, en guillemets, qui se sont battus pour le rétablissement de la démocratie en Côte d'Ivoire, libre à elle de le faire. La justice fera son travail et éventuellement le gouvernement commentera une fois que la justice aura décidé. L'autre sujet abondamment relayé dans les médias internationaux, les menaces à présent sur la Côte d'Ivoire des groupes djihadistes venus du Nord Mali. Cette menace n'est pas une menace classique. Ce n'est pas un problème de sécurité tel que nos pays ont eu à les vivre jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un problème entre pays, ce n'est pas un problème entre États, ce n'est pas un litige frontalier. Mais c'est une menace qui est extrêmement diffuse, qu'on ne traite pas comme des menaces plus classiques, plus visibles, plus marquées. Donc ici, d'autres mesures sont mises en œuvre, notamment le renseignement. Le renseignement fait son travail. Nous avons renforcé, là où c'était nécessaire, la présence de militaires, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, et en particulier à certaines frontières de notre pays, qui étaient plus sujettes à menaces que d'autres. Donc voilà le travail qui est fait aujourd'hui. Je peux à nouveau rassurer les Ivoiriens sur la base de ce que nous disent les services en charge de la défense et les services en charge de la sécurité. Il n'y a pas de menace réelle à ce jour sur le territoire ivoirien, mais dans le même temps, les précautions sont prises
pour qu'éventuellement, ou le cas échéant, nous puissions réagir efficacement si une telle menace se présentait. Faites confiance au gouvernement et surtout faites confiance au Conseil national de sécurité qui se réunit au moins une fois par semaine, souvent plusieurs fois, sous la présidence du chef de l'État et qui réunit tous les corps en charge de la sécurité en Côte d'Ivoire. Je peux vous assurer que c'est un travail qui est fait d'une façon extrêmement fine, d'une façon extrêmement rigoureuse, ce qui a permis que jusqu'à présent les choses se passent bien. Avant de mettre fin à sa séance, le Conseil a fixé au lundi 13 juillet la cérémonie de remise solennelle du rapport sur l'éducation en Côte d'Ivoire, cérémonie qui se déroulera au palais présidentiel. À quelques jours de la fin de sa mission en Côte d'Ivoire, la sous-secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires de l'Afrique de l'Ouest a échangé avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Biya Williams est porteuse d'un message clair, travailler à des élections paisibles, transparentes et inclusives en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre en octobre prochain un scrutin présidentiel qui devrait signer la normalisation de la vie politique après la crise électorale de 2010. À ses côtés, pour relever le défi, les États-Unis d'Amérique. La sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires de l'Afrique de l'Ouest, Biya Williams, est en visite à Abidjan depuis 7 jours. Objectif, souligner l'importance d'élections paisibles et transparentes dans le pays. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire, nous sommes des amis, nous sommes des alliés, on est des partenaires. J'ai raconté à son Excellence, au Premier ministre, mes observations, que le processus électoral est en train. La préparation paraît en bonne forme et tout le monde est très conscient qu'il faut être vigilant, il faut rassurer à tout le monde que tout sera en ordre. Au cours de sa visite, l'ambassadeur a rencontré les leaders de la société civile, les associations de jeunes, les femmes et les journalistes. Elle a rappelé à tous la nécessité de préserver la paix et la stabilité, conditions indispensables à tout développement. En bref et en images, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Seydou Eliman Diarra, était ce mercredi à la primature. Il est allé faire au chef de gouvernement le point de ses initiatives. Faut-il le rappeler, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a été mise en place en septembre 2014. Le compte-rendu complet de cette rencontre dans nos prochaines éditions. 2 projets de loi, l'important statut de pupille de l'État et l'autre relatif à l'industrie du livre, ont été examinés et adoptés hier par les députés ivoiriens. Les membres de la Commission des affaires sociales et culturelles du Parlement ont été convaincus par le plaidoyer des ministres de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Oloto, et celui de la Culture, de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Le compte-rendu d'Amza Diaby. Le livre constitue un secteur important de la politique éducative et culturelle de la Côte d'Ivoire. À ce jour, une trentaine de maisons d'édition existent sur la place, d'où la nécessité de réglementer le secteur et formaliser les rapports entre éditeurs, libraires, éditeurs-écrivains, éditeurs-distributeurs, ce qui éviterait l'informel, le piratage et les livres contrefaisants sur le marché. Voilà ce qui explique la présence de Maurice Kwaku Bandama ce mardi au Parlement. Le ministre de la Culture et de la Francophonie est venu défendre, devant les membres de la Commission des affaires sociales et culturelles, la loi portant sur l'industrie du livre, une loi qui doit régir le secteur et mettre en place des mécanismes pour sa professionnalisation. C'est donc une loi consensuelle qui a été donc adoptée par le gouvernement et cette loi vient d'être soumise au Parlement qui l'a adoptée à l'unanimité. Tous les députés veulent voir des livres se développer, des bibliothèques se développer, des libraires se développer pour que chaque citoyen puisse avoir accès aux livres. Je voudrais dire ma reconnaissance au Parlement pour avoir adopté ce projet de loi et souhaiter que la mise en œuvre de cette loi permette au secteur du livre de gagner en dynamisme et que les Ivoiriens puissent devenir encore de plus grands lecteurs. Nous venons de donner un cadre légal à l'industrie du livre afin que le livre soit véritablement développé et qu'il y ait le sens de l'industrie puisse rejaillir sur l'économie ivoirienne parce que dans d'autres pays, dans d'autres continents, le livre apporte un plus à l'économie et nous avons fait notre devoir.
Outre le projet de loi relatif à l'industrie du livre, un autre a été examiné ce jour par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. C'est celui portant statut de pupille de l'État qui vient renforcer le cadre de protection des enfants en Côte d'Ivoire. Des enfants abandonnés, des enfants de parents toxicomanes, des enfants de mères incarcérées ou décédées, des enfants orphelins de père et de mère ou encore des enfants dont le père et la mère sont dans l'incapacité de faire face à leurs obligations parentales. Tous les enfants ont droit à la protection de l'État, mais tous les enfants doivent voir leurs droits respectés de façon juste et équitable. Cette loi donnera donc à ces enfants issus de milieux très vulnérables, à ces enfants qui malheureusement connaissent un score quelquefois dramatique, de bénéficier des mêmes chances que les autres enfants de la Côte d'Ivoire. Reste à présent le vote de ces deux lois par l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. La Côte d'Ivoire et la France viennent de signer un protocole d'accord financier, le montant plus de 8 milliards de francs CFA destinés à l'équipement de 12 hôpitaux régionaux à Abidjan, Mans et Bouaké. Le point complet avec Noël Niagno dans nos prochaines éditions. 60 agents des douanes ivoiriennes viennent d'être instruits sur le schéma de libéralisation des échanges commerciaux au sein de la CEDEAO. Cette formation vise à favoriser une meilleure compréhension et une application efficiente des dispositifs liés à ce schéma, entre autres les règles d'origine et le calcul des valeurs. Lansine Bakayoko, Adama Kone. Le schéma de libéralisation des échanges est un instrument mis en place par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour l'instauration d'une zone de libre-échange au sein de l'espace sous-régional. Cet important outil d'intégration ne connaît malheureusement pas une application effective dans l'ensemble des États membres. En cause, le manque de formation et de sensibilisation des acteurs chargés de sa mise en œuvre. L'administration des douanes ivoiriennes mesure à juste titre les efforts qu'elle a accomplis en vue d'une application pleine et entière du schéma de libéralisation des échanges. La formation permettra à la douane de mieux s'approprier ce schéma par la maîtrise des textes comportant notamment les règles d'origine et de calcul des valeurs. Déjà, la douane ivoirienne a adopté les procédures pour simplifier au maximum les contrôles des marchandises à l'arrivée. On a constaté, après plus de 20 ans de mise en œuvre du schéma, que nous devons toujours venir vers ces structures qui sont la base du schéma pour mettre une mise à niveau, échanger les expériences. Le dispositif doit déboucher sur l'union douanière. Il vise essentiellement la création des marchés régionaux à travers la suppression des droits de douane, des barrières non tarifaires, ainsi que la libre circulation des produits d'origine CEDEAO. C'est l'heure d'EcoPlus qui décrypte ce soir la dette grecque. En intégrant l'Union européenne, la Grèce a bénéficié des mêmes avantages d'emprunt que les autres États membres. Le pays avait alors masqué ces statistiques qui ne lui étaient pas favorables. Ainsi naissait la crise de la dette grecque. La suite est connue. Dimanche, le pays a voté non aux réformes proposées par ses créanciers. La Grèce sait qu'elle joue gros dans la gestion de cette crise née de son insolvabilité. Tout sur l'origine et les conséquences de la dette grecque, un sujet inédit EcoPlus signé Adama Kone. La messe est dite sur la dette publique grecque. Le pays est en cessation de paiement. À l'origine de cette crise financière, le surendettement de la Grèce. Il faut savoir que l'aide versée à la Grèce se fait par tranche et les créanciers conditionnent le versement de chaque tranche par la mise en place des réformes, ce qui n'a jamais été le cas. Ce n'est pas tout. À l'époque, les créanciers de la Grèce ont continué de leur faire confiance, peut-être pas à juste titre, justement. On continuait de leur faire confiance alors qu'il ne fallait pas. Et il y a un moment où, justement, la bulle a dû éclater. Mais la Grèce n'attend pas la bénédiction de ses créanciers. Elle les affronte, avec certainement en main une carte secrète. Si la Grèce sort de la monnaie unique, elle va pouvoir peut-être jouer sur certains taux pour pouvoir stabiliser son économie. Mais cette même crise-là va attaquer aussi les différents autres pays. Donc ce n'est pas dans l'intérêt même des pays qui utilisent la monnaie européenne de faire en sorte qu'un de ses membres puisse sortir de cette monnaie-là. Il y a prévu des élections législatives bientôt en Espagne qui pourraient justement renforcer les partis qui sont anti-européens.
Donc naturellement, ça pourrait faire office de précédent et amener d'autres pays en crise à sortir aussi de l'euro. C'est peut-être quelque part les prémices d'une dislocation de l'Europe, ce qui est quand même peu probable. Il y a de fortes chances que l'ensemble des participants, des créanciers, reviennent autour de la table de négociation. La Grèce a choisi de tourner le dos aux mesures d'austérité de la Banque centrale européenne, des pays de la zone euro et du Fonds monétaire international. Si les lendemains de vote paraissent incertains, le dialogue n'est pas rompu. Les Grecs n'ont pas envie de sortir de l'union monétaire. Ils veulent garder l'euro comme monnaie, parce que c'était le drachma à l'époque, la monnaie qu'ils avaient. Et en même temps, ils ne veulent pas respecter les mesures d'austérité. Peut-être que les bailleurs de fonds ou le Fonds monétaire et puis les Européens devraient voir dans quelle mesure ils pourraient trouver des mesures qui sont un peu plus humaines pour permettre à la Grèce de gérer cette situation. Mais ce serait difficile de laisser sortir la Grèce. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez des taux de change entre le dollar et l'euro qui sont très proches aujourd'hui. Nous avons un CFA qui est à près de 600 francs contre le dollar. C'est vraiment parce que nous, notre monnaie CFA est liée à l'euro et l'euro perd de la valeur. Et chaque fois qu'il y a des problèmes avec leur union monétaire, ça renforce le dollar. Toutefois, le monde économique a ses règles et son fonctionnement. Déclarer un pays en cessation de paiement a une signification économique lourde. Si c'était une entreprise, on allait dire que la Grèce a fait un dépôt de bilan. Donc logiquement, ça veut dire que l'entreprise dans ces conditions-là doit être fermée et liquidée. Bon, comme là c'est un État, on ne va pas arriver à ce niveau-là. Mais la conséquence immédiate, c'est que dans cette situation-là, aucun autre financier ne peut prêter à la Grèce parce qu'elle est incapable de rembourser sa dette. La victoire du non au référendum a un coût et la facture risque d'être salée pour les Grecs. Les Européens ont su mettre en place les mécanismes pour sécuriser et isoler le cas grec de l'ensemble de l'Europe. Le système bancaire grec aujourd'hui n'est plus directement lié à la Banque centrale européenne, ce qui permet à l'Union européenne d'avoir un niveau de sécurité qui éviterait les contagions. Le non pourrait signifier que la Grèce emprunte le chemin de la sortie de la zone euro. Là, beaucoup d'analystes prédisent des situations, des jours beaucoup plus difficiles pour la Grèce. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que la Grèce doit créer sa propre monnaie. D'abord, il faudra un certain temps pour arriver à recréer une monnaie nationale, ce qui va créer une période d'incertitude. Et quand cette monnaie sera créée, compte tenu du passé de la Grèce, pour que cette monnaie ait de la crédibilité, ça va être très difficile. Or, on sait que la monnaie repose, c'est vrai, on dit, sur les conditions fondamentales de l'économie, mais en réalité, une monnaie, la valeur dépend essentiellement de la confiance que les utilisateurs de la monnaie placent en elle. Donc il y a de fortes chances que les utilisateurs de cette monnaie-là n'aient plus confiance en cette monnaie. Ce qui signifie qu'on risque d'avoir des dévaluations répétitives de cette monnaie et tout le monde sait les conséquences des dévaluations. Nous avons vécu ça ici et je pense qu'on n'est pas prêt à vouloir recommencer. Les pays africains au sud du Sahara peuvent-ils être affectés par cette crise qui se joue en moyenne à 5000 km de leur zone? Pour les économistes, c'est surtout une bonne leçon à tirer. Ce sont des leçons qui doivent permettre aux pays africains de pouvoir contrôler leur dette extérieure et surtout leurs activités économiques. Là où je pense que le danger viendra pour nos pays, c'est vraiment le mauvais signal qui va être donné aux marchés financiers qui pourront devenir de plus en plus réticents ou même de plus en plus rigoureux dans l'application des critères avant de nous octroyer des financements. La dette grecque atteint en 2015 plus de 177% de la richesse nationale, le PIB, produit intérieur brut. Le pays, à défaut de rembourser sa dette, est simplement tombé en faillite, au point où la Grèce est exactement dans la situation d'un pays européen très endetté. Et j'ajoute que la Grèce a adressé une demande d'un nouveau programme d'aide auprès du mécanisme européen de stabilité. Un peu plus tôt, au Parlement européen, le Premier ministre grec a plaidé pour un compromis honorable avec les créanciers et promis de faire de nouvelles propositions d'ici demain. Lors d'un sommet extraordinaire, le président du Conseil européen avait prévenu le gouvernement qu'il avait jusqu'à ce jeudi au plus tard pour faire de nouvelles annonces à ses créanciers afin de conclure un accord avant dimanche, le dernier délai. D'autres précisions avec Sylvie Touré. Alexis Tsipras face à l'Europe. Le grand oral a commencé
Devant le Parlement européen, le Premier ministre grec n'en demeure pas. Il appelle à revenir aux principes fondateurs de l'Union européenne. Dans beaucoup de pays, des programmes d'austérité ont été mis en œuvre, mais jamais de manière aussi sévère et durable qu'en Grèce. Et je n'exagère pas en disant que mon pays a été transformé ces 5 dernières années en laboratoire de l'austérité. Nous devons tous reconnaître que l'expérience a échoué. Très applaudi par les députés européens, Alexis Tsipras enfonce le clou. C'est un problème européen, pas simplement grec. Un problème européen exige une solution européenne, ajoute-t-il. Et sur ce point, Alexis Tsipras est en phase avec le président du Conseil européen. Sans unité, nous allons nous réveiller dans 4 jours dans une Europe différente. C'est vraiment l'heure décisive et finale pour la Grèce comme pour nous. C'est notre dernière chance. La rencontre de la dernière chance. Les Grecs en sont conscients. Déjà dans les rues, l'on s'interroge sur l'avenir du pays en cas d'échec des négociations. Le gouvernement grec promet de présenter ses nouvelles propositions ce jeudi avant minuit. Elles devront être analysées par les créanciers et soumises au ministre des Finances de l'Eurozone qui se réunissent le samedi. Les créanciers exigent un accord dimanche au plus tard. Pour la Grèce, tout comme pour l'Europe, la course contre la montre se poursuit. Le jeu de nerfs aussi. On s'intéresse à présent à l'organisation internationale OSIWA, créée en 2000 pour œuvrer à l'avènement de démocraties plus tolérantes et stables en Afrique de l'Ouest. OSIWA intervient actuellement dans 9 pays, dont la Côte d'Ivoire. La structure vient de réunir autour d'un forum une centaine d'organisations et institutions ivoiriennes. En ligne de mire, le bilan de ces actions d'OSIWA en Côte d'Ivoire. On retiendra entre autres que ce sont plus d'1 milliard de francs CFA qui ont été engagés dans les bonnes pratiques telles le renforcement de la démocratie, la gestion participative des citoyens pour une société de droit. Ange Nord Accré, Serge Coléa. Organisation internationale œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance, la gestion équitable des ressources et le respect du droit des citoyens, OSIWA jette un regard rétrospectif sur ses activités en Côte d'Ivoire. 14 ans de présence, 25 projets réalisés à hauteur de 1,650 milliard de francs CFA. OSIWA enregistre une centaine d'organisations et d'institutions ivoiriennes. Ce forum vise à renforcer la collaboration avec les partenaires actuels et faire des perspectives. Ce qui est recherché ici, c'est le changement que nous apportons dans la vie des citoyens au niveau de la région, en particulier dans les pays où nous intervenons. Les ONG partenaires saluent l'action d'OSIWA sur le terrain et souhaitent pour certaines une forte implication dans la reconstruction post-crise et la cohésion sociale. En intervenant au niveau de la femme et de l'enfant, je trouve que OSIWA apporte beaucoup. Mais elle gagnerait aussi à aider la population ivoirienne dans la réconciliation. Pour le directeur du cabinet du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, OSIWA, par son action, contribue à créer un climat de paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux que cette fondation, par sa présence, atteste encore de la fréquentabilité de la Côte d'Ivoire après ce que nous avons vécu. Et elle vient au chevet de la Côte d'Ivoire pour voir dans quelle mesure elle peut aider la commission électorale indépendante, dans quelle mesure elle peut apporter son expertise pour les élections à venir. OSIWA fait partie des fondations autonomes du réseau mondial des fondations pour les sociétés ouvertes. Elle intervient en Côte d'Ivoire depuis 2001 et promeut la gouvernance démocratique inclusive basée sur la transparence, les institutions fortes et responsables et une citoyenneté active. L'organisation est présente dans 10 pays en Afrique de l'Ouest. La révision de la liste électorale et la sécurisation du processus électoral au cœur d'une formation à Grand Bassam. Elle a été initiée par la Commission électorale indépendante CEI en partenariat avec l'Union africaine à l'attention des parties prenantes du processus électoral. Abou Sanogo. À l'ouverture de ces assises, Joséphine Mayouma Kalla, représentante spéciale de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, a rappelé les enjeux de cette formation. De son avis, il est important que la gestion du processus électoral soit scrupuleusement ordonnée pour éviter les conséquences connues d'un échec électoral. C'est pourquoi l'Union africaine parraine les formations de ce genre.
Le président de la CEI, la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, est en tout cas persuadé de la nécessité de cette formation qui contribuera au renforcement des capacités de l'institution dont il a la charge. Il a profité pour rappeler son chronogramme et insister sur le volet sécuritaire. Je voudrais donc joindre ma voix à l'écho de tous les autres partis politiques et sociétés civiles qui appellent nos compatriotes à venir se faire enrôler afin de pouvoir prendre part au scrutin à venir. En effet, la participation massive des Ivoiriens à l'élection présidentielle d'octobre prochain, dans des conditions apaisées, sera le signe de la consolidation de la démocratie dans notre pays. Cette formation a été organisée par la CEI en partenariat avec l'Union africaine à l'attention des parties prenantes du processus électoral. En politique, cette tournée de sensibilisation et de mobilisation du président du Front populaire uni, le FPU, elle est consacrée à l'opération d'enrôlement et de révision de la liste électorale. Le président du parti s'est rendu à Agboville pour inviter les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale. On retrouve Abou Sanogo. Zadi Djedjekera, en tournée de sensibilisation et de mobilisation des populations d'Agboville sur l'importance de l'inscription sur la liste électorale. Au centre culturel de la localité de Lagnébi, le président du Front populaire uni, FPU, a invité les jeunes, notamment les nouveaux majeurs, à s'inscrire sur la liste électorale. Il a également appelé à la mobilisation de tous autour de la révision de la liste électorale. Si tu n'es pas inscrit sur la liste électorale, ta voix peut faire la différence. Nouveau majeur va te faire inscrire. Ceux qui sont inscrits en 2010, allez-y faire la révision pour voir si votre nom est sur la liste électorale. Message reçu par les populations de Lagnébi. J'invite les nouveaux majeurs d'Agboville et de la Côte d'Ivoire tout entière de se faire enrôler sur la liste électorale de 2015. Parce que si tu ne te fais pas enrôler, tu ne pourras pas voter. Tu ne peux pas donner un maire à ta commune, un député à ta ville et un président à ton pays. Il faut quitter dans les clivages qui veulent qu'on évite de se faire enrôler. Aujourd'hui, il faut se lever. Chacun allait vérifier les noms sur les listes. Après Agboville, Zadi Djedje sera bientôt à Alépé et à Niamey. La responsabilité du journaliste en période électorale. Ce thème était au cœur d'une rupture de jeunes collective qui a réuni les journalistes et le cheikh Boakari Fofana, guide de la communauté musulmane nationale. Se saisissant de cette initiative, le guide religieux a exhorté les hommes de médias à une attitude professionnelle lors des échéances électorales à venir. Connu par Gassoro. Instant de dégustation après une journée de privation à la faveur d'une rupture collective de jeunes entre le cheikh Boakari Fofana et les journalistes musulmans. Au-delà de la célébration du partage prôné en ce mois consacré de Ramadan, la responsabilité du journaliste en période électorale est le thème développé au cours de cette rupture collective. Pendant les élections, le journaliste est témoin de toute l'opération, en amont et en aval. Il éclaire, il éduque, mais il a le sens de la responsabilité qui l'amène à la pondération, à la mesure, à la retenue. C'est donc une lourde responsabilité à porter pour les hommes des médias pour la période électorale. L'enjeu étant de préserver la paix sociale, selon le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dans la communication, il y a une magie. Avec la communication, on peut changer le monde. Mais si c'est mal utilisé, on peut aussi changer dans le sens pas positif. On peut le changer dans l'autre sens. Que Dieu nous aide. Donc, je voudrais attirer votre attention que votre métier est important. Un message bien perçu par les journalistes. Le journaliste a un rôle hyper important, surtout en période électorale. Beaucoup ne le réalisent pas, mais j'ai beaucoup apprécié donc les interventions, c'était très enrichissant et j'espère que ça ne va pas tomber dans les oreilles de sourds. Je voudrais que désormais, en balançant une information, quelle que soit peut-être l'origine, il faudrait qu'on essaie de recouper, de vérifier. Et pour que ce qui s'est passé en 2010 ne se reproduise plus. En plus de la symbolique rituelle, cette initiative de rupture collective aura ainsi permis aux journalistes de se munir d'outils pouvant leur permettre de contribuer à des élections apaisées.
Andrea Nguessan Kakou, âgée de 22 ans, lauréate du concours Miss Côte d'Ivoire 2015, a reçu son véhicule. C'était vendredi à la Riviera Golf. Ce geste, selon les initiateurs, a pour but d'offrir de meilleures commodités de déplacement à la jeune étudiante en 4e année marketing. Il s'agit d'un véhicule de type 4x4. On fait le point avec Arnaud Bohu et Victorine Yao-Yobwe. Après la couronne, un véhicule flambant neuf. Juste récompense donc pour Nguessan Kakou Andrea, Miss Côte d'Ivoire 2015. La reine de la beauté a reçu les clés de sa voiture du partenaire officiel du COMICI, Comité d'organisation Miss Côte d'Ivoire. Une façon pour les deux organisations de respecter leur engagement. Dans sa recherche de l'excellence et sa quête de l'innovation, Nissan veut célébrer ses valeurs fortes avec une personnalité qui rassemble et qui exalte la beauté et l'intelligence. C'est tout le sens donc de ce partenariat entre Nissan et le COMICI. À l'occasion de la cérémonie qui a eu lieu au Golf Hotel, le maître d'œuvre du concours Miss Côte d'Ivoire a dit sa satisfaction. Le COMICI est très heureux de ce partenariat entre Comafrique avec la marque Nissan. À bord du joyau, la reine de la beauté a exprimé sa gratitude avec émotion. Je suis très heureuse d'avoir une si jolie voiture. Moi et mes collègues, je pense, nous sommes très heureuses. Pour la cérémonie de remise, Miss Côte d'Ivoire 2015 était entourée de ses deux dauphines. Pendant le mandat, les trois devront faire usage commun de la voiture qui va revenir à Miss Côte d'Ivoire seulement à la fin du mandat de 1 an. Il est 20h30, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.